City Lights proved to be the hardest and longest undertaking of Chaplin's Les Lumières de career. la ville a été l'entreprise la plus longue et la plus dure de toute l'œuvre de Chaplin. Quand il en est venu à bout, il avait passé 2 ans et 8 mois sur ce film, dont près de 180 jours de tournage effectif. Comme par miracle, le résultat ne trahit rien de ses efforts et de ses angoisses. Comme l'a écrit le critique anglais Alistair Cook, en fin de compte, le film est aussi fluide que de l'eau qui coule sur des galets. Comme à l'accoutumée chez Chaplin, l'histoire a subi de nombreux changements. Dès le départ, il avait décidé que la cécité serait au centre du sujet. Sa première idée était de jouer lui-même un clown qui perdait la vue, mais s'efforçait de cacher son mal à sa fille. Il passa ensuite à l'idée d'une jeune fille aveugle. Elle se fabrique une image romancée du petit homme qui tombe amoureux d'elle et qui fait de grands sacrifices pour trouver l'argent nécessaire à sa guérison. Une fois cette décision prise, Chaplin avait, pour une fois, une idée claire de la fin du film, le moment où la jeune aveugle qui a retrouvé la vue voit enfin la triste réalité de son bienfaiteur. Avant même de la tourner, il sentait que si cette scène était réussie, ce serait une des plus grandes de son œuvre. Et il avait raison. Le critique James Hadji a écrit qu'il s'agit du plus grand moment d'interprétation et du sommet du cinéma. Vers la fin de sa vie, Chaplin s'émerveillait encore du caractère magique de cette scène. « Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, disait-il. Dans les Lumières de la ville, rien que la dernière scène. Je ne joue pas, je m'excuse presque, je suis à l'extérieur de moi-même et je regarde. C'est une scène belle, très belle, et parce qu'elle n'est pas surjouée. » Il passa de longues semaines à travailler sur une scène d'une apparente simplicité, celle de la première rencontre entre le vagabond et la jeune fleuriste qui établit les données de l'histoire. En 2 ou 3 minutes, par l'action pure, il établit la rencontre des deux. Charlot découvre qu'elle est aveugle, il est fasciné et pris de pitié, tandis que la jeune fille prend ce pauvre air pour un homme riche. À la fin de la séquence, alors que l'émotion est à son comble, il la dissipe par un gag de pur comique. « C'est complètement chorégraphié, dit Chaplin à la fin de sa vie. Ça a pris beaucoup de temps, nous y sommes arrivés au jour le jour. » Pour interpréter l'aveugle, il avait choisi une jeune fille de bonne famille de Chicago, récemment divorcée, Virginia Cheryl, âgée de 20 ans. L'inexpérience n'était jamais un handicap aux yeux de Chaplin. Il voulait simplement que ses acteurs suivent ses instructions. Il aimait chez la jeune femme sa capacité de donner l'impression de la cécité. Il racontait qu'il lui avait donné le conseil de regarder vers l'intérieur et de ne pas le voir. Ce ne fut pas une collaboration facile. Virginia fut la seule de ses interprètes avec laquelle il ne put jamais établir un lien de sympathie. Plus de 50 ans après, elle devait déclarer « Charlie ne m'a jamais aimé et je n'ai jamais aimé Charlie ». Il considérait de son côté qu'elle ne se consacrait pas assez à son travail. « Elle est toujours restée amateur », disait-il avec mépris. Il essaya même à un moment de la remplacer par Georgia Hale, qui avait été sa partenaire dans La Ruée vers l'or. Pourtant, malgré, ou peut-être à cause de leur conflit, l'interprétation qu'il finit par lui arracher n'est pas loin de la perfection. Si Chaplin était sévère avec les autres, il était toujours encore plus dur envers lui-même. Dans ce cas, il eut la force de couper une scène qu'il savait être magnifique, mais qui n'avait pas sa place dans le film terminé, une suite de variations construites autour de la plus simple des idées. Charlot remarque un bout de bois coincé sous une grille, et sans y penser, il essaye de le dégager. Rien de plus, et pourtant la concentration du petit homme, la curiosité qu'il suscite chez les passants, en font une grande séquence de comédie. Avant même que Chaplin n'entreprenne les Lumières de la ville, le cinéma sonore s'était imposé. Cette révolution menaçait Chaplin plus encore que d'autres stars du muet. Son personnage de Charlot était universel, son mime était compris aux 4 coins du monde, mais si le vagabond se mettait à parler anglais, ce public se réduirait instantanément. Il y avait un autre problème. Comment allait-il parler ? Chaque spectateur dans le monde s'était fait sa propre idée de la voix de Charlot. Comment Chaplin pouvait-il imposer une seule voix parlant une seule langue ? Il résolut hardiment le problème en ignorant la parole et en faisant des Lumières de la ville, ce qu'il avait toujours fait par le passé, un film muet. Ses seules concessions ont été d'ajouter une musique synchronisée et quelques effets sonores, comme le bruit intempestif d'un sifflet qu'il a avalé. Il montra ainsi qu'il pouvait utiliser les sons de manière aussi inventive que les images pour créer la comédie. À l'époque du muet,
il s'intéressait déjà de très près à la musique jouée par l'orchestre lors de la première exclusivité de ses films. Cette fois, il étonna la presse et le public en composant toute la partition musicale des Lumières de la ville. Les différentes premières furent parmi les plus prestigieuses que le cinéma ait connues. À Los Angeles, Albert Einstein fut l'invité de Chaplin. À Londres, George Bernard Shaw était assis à côté de lui. Les Lumières de la ville fut un triomphe critique. Toutes les angoisses de Chaplin semblèrent dissipées par le succès du film, qui reste à ce jour le sommet de sa réussite et de son art.